On parle des GEC Awards dans notre débat, ces prix remis à l'occasion évidemment de ce 60e salon GEC Awards des matériaux composites avec Dominique Bailly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur innovation de Daher et membre du jury des GEC Awards. Thomas Panelier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes responsable service projet R&T de l'IRT Jules Verne. C'est un centre de recherche industrielle et collaboratif. On va détailler tout ça. Peut-être un mot de ces prix, Dominique Bailly. Pourquoi ils sont importants? Qu'est-ce que ça représente les GEC Awards? Dans notre écosystème de composite, les GEC Awards, c'est vraiment une récompense courue et renommée, donc pour laquelle pas mal d'entreprises concourent tous les ans. Voilà, je ne désespère pas d'y arriver un jour. Pour l'instant, on est finaliste, mais on essaiera d'être lauréat l'année prochaine. Oui, et alors comment vous choisissez? Parce qu'être membre du jury, ça m'est déjà arrivé dans d'autres catégories. Là, j'aurais évidemment rien à faire. C'est pas facile de se mettre d'accord, de choisir. Alors moi, c'est un de mes collègues qui représente Daher dans ce jury. Il y a des catégories déjà, donc il faut choisir la catégorie dans laquelle on concourt. Et puis après, les critères de sélection ou de choix, moi personnellement je ne les connais pas, je ne sais pas si Thomas les connaît, mais lui il a été lauréat, donc il peut peut-être mieux en parler que moi. Non, je ne les connais pas non plus. Oh, bah oui, parce qu'on ne rentre pas dans la boîte noire en fait, en quelque sorte. Je veux bien, Thomas Panelier, que vous nous expliquiez effectivement ce projet pour lequel vous avez été primé, projet Zebra Prix dans la catégorie énergie renouvelable. De quoi on parle? Eh ben, on parle d'un projet qui a permis de développer une pale 100% recyclable. Une pale d'éolienne. Exactement, une pale d'éolienne. Et donc, avec un consortium large, donc Arkema, Canoë, Owens Corning, Suez, Engie. Et donc, grâce à toute cette chaîne de valeur et ce projet collaboratif, on a réussi à prouver que c'était possible de fabriquer des pales recyclables en utilisant des matériaux comme la fibre de verre et la résine thermoplastique hélium, par exemple. Donc, on est venu fabriquer cette pale. Donc déjà fabriquer une pale à l'échelle 1, ça c'est déjà une première mondiale avec ces matériaux-là. Et puis ensuite on est venu broyer cette pale, la découper, la broyer. Et puis ensuite on est venu récupérer les différents composants pour refabriquer de la fibre de verre, refabriquer de la résine et refabriquer une seconde pale avec ces matériaux recyclés. Voilà. Et donc avec effectivement cette collaboration de plusieurs entreprises qui... Alors je pense que c'est assez classique dans votre secteur, mais enfin comment vous faites travailler ensemble tout ce beau monde? Et ben ça c'est le métier du chef de projet, voilà, qui anime cet esprit collaboratif pour faire en sorte que tout le monde va travailler dans le même objectif. Et c'est bien ça la richesse de ces projets, c'est d'avoir les bons acteurs qui permettent à terme d'arriver au résultat escompté. On va prendre un autre exemple d'innovation, puisque vous avez concouru avec Daher pour un caisson de torsion. Alors, c'est quoi déjà un caisson de torsion et ça sert où? Alors des caissons de torsion, il y en a beaucoup dans un avion. Ah, c'est dans un avion, d'accord. Voilà, mais un exemple, c'est toutes les parties mobiles de voiture. En gros, ce qu'on appelle caisson de torsion, c'est souvent des pièces fermées avec des pots, des longeons et des nervures. Ou pas, des nervures. Et alors là, qu'est-ce qu'il avait d'innovant ce caisson? Alors là, il est donc dans la chimie des thermoplastiques, d'accord. Et ces thermoplastiques, eh bien, on peut les refondre à volonté, localement, éventuellement, ce qui permet de faire de la soudure. Et donc d'assembler les différents composants du caisson sans fixation, sans percer des trous, sans couper la fibre de carbone, sans rajouter des éléments métalliques, ce qui, on s'en rendra compte sans doute plus tard, nous aidera demain à recycler en fin de vie les pièces. Parce que si c'est un patchwork de métal, de composite, de toutes sortes, ça va être très difficile à recycler. Et nous, on essaie de ne pas les mélanger. Et c'est là la principale différence par rapport à ce qui existait avant, un caisson de torsion entre guillemets classique. Oui, alors il y a déjà des caissons de torsion qui volent évidemment, donc principalement avec des fixations. Il y en a quelques-uns qui volent soudés, mais sur des formes simples. Nous, le caisson qu'on a fait là, c'est un peu une première mondiale. Il cumule un certain nombre de difficultés et surtout, il est fait avec les matériaux de demain. C'est-à-dire les matériaux unidirectionnels et non pas tissés, ce qui nous permet d'automatiser toute la fabrication des pièces élémentaires. Je vais vous poser la même question à tous les deux sur votre projet. Je commence avec vous, Dominique Bailly. Qui est à l'origine? Est-ce que c'est un client, un avionneur qui vient vous voir en disant on voudrait progresser dans ce domaine et après vous déclenchez? Comment ça se passe?
Alors oui, le besoin des clients, on le connaît. Ouais. On connaît leurs drivers. Et leurs drivers pour la décarbo, c'est bien sûr de baisser la masse des structures. On fait voler un objet, donc plus il est léger, moins il consommera d'énergie. Et puis ça permet aussi d'améliorer la traînée. Par exemple, quand on n'a plus de tête de rivet en surface, on améliore la surface aérodynamique. Donc on améliore la traînée et tout ça, ça va dans le sens de la baisse de consommation de carburant. Plus léger, moins de traînée, on consomme moins de carburant. Même question pour une éolienne recyclable, parce que c'est ce dont on parle. Eh ben, nous, c'est la même façon. C'est le client final, donc LM Wind Power, qui est le fabricant de la pale, qui faisait partie du projet, qui est venu avec un besoin. Et on part du besoin industriel de leurs attentes pour ensuite construire un projet qui va permettre de répondre à ce besoin, à ces objectifs. Voilà. Ça peut peser combien une pale d'éolienne? Parce qu'il y a différentes tailles, parfois c'est vraiment gigantesque. Oui, ça pèse plusieurs tonnes. Les pales qu'on a adressées, là, c'était des pales à terre. Donc c'est des pales qui onshore, on appelle ça. Donc c'est des pales qui font là 77 mètres de long pour la plus grande qu'on a faite. Et les pales en mer, donc les pales offshore, on est plutôt sur des pales qui peuvent faire plus d'une centaine de mètres de long. Voilà. Donc vraiment des très très grandes structures. J'aurais pu commencer par là, mais c'est quoi l'IRT Jules Verne? Eh ben, l'IRT Jules Verne, c'est un centre de recherche mutualisé, donc dans le sens où on a des plateformes qui peuvent être utilisées par différents acteurs industriels, comme Daher. Ouais. C'est un acteur majeur de notre écosystème. Vous avez des projets ensemble? Exactement. Ah, très bien, je note ça, on va en parler. Ouais. On travaille ensemble et donc nous, on est spécialisé dans tout ce qui est manufacturing. Donc on développe les procédés de demain dans le but d'améliorer la compétitivité des usines de nos acteurs industriels. Ça veut dire que sur vos projets, vous n'êtes jamais tout seul. Il y a toujours un fabricant de matériaux, de pièces qui rentrent dans l'équation, c'est ça? Alors dans nos projets collaboratifs, effectivement, on est toujours un consortium multi-acteurs. On essaye d'aller chercher la bonne compétence pour avoir toutes les compétences nécessaires au projet. Après, on fait aussi de la prestation de recherche où on peut là, pour le coup, répondre à un besoin à un client, voilà, unique. Donc ça dépend un peu de la typologie et la demande. Et donc, Dominique Bailly, sur quoi vous travaillez ensemble avec l'IRT Jules Verne là, en ce moment? Alors, on a un projet qui est très emblématique qui s'appelle le projet Match. Okay. Et avec Airbus, avec les académiques locaux, avec une PME qui s'appelle Loirtech qui fabrique des outillages. Et tous ensemble, on travaille. Donc là, c'est notre deuxième. On est sur le match 2. Et on travaille. Le match retour, voilà ça. Et on travaille sur le développement d'un pylône, donc la poutre qui relie le moteur à l'aile. Le mât-réacteur, une pièce qui est très structurale, qui aujourd'hui est en titane, intégralement en titane, avec beaucoup de cornières, beaucoup de fixations en titane aussi. Enfin, c'est très compliqué, très lourd et surtout très cher. Et en plus, le titane, il faut l'approvisionner. Aujourd'hui, ça pose quelques problèmes de souveraineté nationale, voilà. Et donc on travaille, on essaye de faire au moins les 3/4. Donc on fait un U en carbone thermoplastique et on remplace 3 panneaux et un certain nombre de fixations. Et aujourd'hui, les indicateurs sont gros gain de masse et gros gain de coût. Voilà. D'accord. Ça coûterait moins cher à l'avionneur et ça permettrait aux avions de peser encore moins là, parce que les progrès, il faut peut-être essayer de comprendre les progrès qui ont été faits, je sais pas, alors, on peut remonter à 20 ou 30 ans, en termes justement à la fois de poids, et puis alors c'est peut-être un peu moins votre domaine, mais aussi d'efficacité des moteurs, quoi. Quand on parle de décarbonation de l'aviation, quels sont ces progrès, Dominique Bailly? Aujourd'hui, dans le périmètre du composite, il y a quelque chose qui est assez naturel. Là, on a maintenant suffisamment de dizaines d'années d'expérience pour l'affirmer. Dès qu'on passe d'une pièce métallique ou un sous-ensemble métallique à un sous-ensemble composite, on gagne en fonction des cas entre 15 et 30% de masse. Voilà. Donc c'est pour ça que les composites sont un des leviers majeurs de la décarbo, en tout cas on va dire sur le châssis. Ça a un effet direct. Et après, même dans les moteurs, aujourd'hui, les motoristes ont besoin que le composite gagne en cas d'application pour alléger eux-mêmes leur moteur. Donc, on travaille avec tous ces acteurs-là pour
pour Et baisser donc, la masse. ce projet spécifique, vous en êtes où aujourd'hui? Ça prend combien de temps? C'est un peu ça ma question. Eh ben, on est donc sur le second projet. Donc, le premier projet avait duré 3 ans. Et donc là, on est à peu près à mi-parcours du second projet. Donc, ça fait 4 ans et demi. Si on cumule les deux projets, c'est à peu près 10 millions d'euros investis par les acteurs industriels et par l'IRT à travers un soutien public donc de l'État français. Voilà, donc c'est à peu près la durée moyenne d'un projet chez nous, c'est à peu près ça, 3 ans. Et entre 2 et 5 millions d'euros, ça dépend un peu. Un projet comme Zebra, où on a fabriqué de très très grandes pièces, on est plutôt sur un projet à 18-19 millions d'euros. Ça peut dépendre, mais voilà. Mais alors 3 ans, ça veut dire qu'entre le point de départ, moi ma question c'est à partir de quel moment c'est les avions qui vont être équipés de ce nouveau réacteur, merci, de ce nouveau réacteur vont voler. Et alors ça, on peut réfléchir un peu en rétro-planning. Ouais. Donc en général, Airbus, pour intégrer une nouvelle techno sur un futur programme, il faut au moins que la techno soit à TRL 6. Donc les TRL, c'est une échelle de maturité qui permet de mesurer la maturité d'une technologie. Donc elle va de 1 à 9. Entre guillemets, 1, c'est une idée dans la tête d'un chercheur. Et puis 9, c'est une techno extrêmement mature qui vole en série, sur avion, ça, en série. D'accord. Et donc l'idée, c'est de l'amener à TRL 6. Et donc voilà, et donc là, il y a 4 ans et demi, on était à TRL 3. Et l'objectif, c'était à peu près à TRL 5 peut-être, voilà, à la fin du projet, pour ensuite transférer entre guillemets nos développements chez les acteurs industriels pour qu'ils accompagnent l'industrialisation, le transfert dans leurs usines. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à vous. Bravo Merci à vous. pour votre prix et bon, C'est gentil. et bon salon GEC World. Je reçois tout de suite un autre lauréat de ces prix. Et si on s'offrait quelques minutes de surf?